Bonjour, bienvenue dans l'émission Ainsi soit-il, l'émission qui interroge l'arc-en-ciel des identités de ses invités. Je suis Laurent Four, je suis infirmier en soins palliatifs et vidéaste et probablement non-binaire. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Alice Catelino. Bonjour Alice. Bonjour Laurent. Et Taya. Et Taya. En préambule, est-ce que tu peux rappeler comment est-ce qu'on se connaît, comment est-ce qu'on est rentré en contact ? En fait, on est rentré en contact grâce à des contacts en commun, à l'occasion justement d'un super bel événement qui est le salon du livre d'entreprise. Et c'est une chance pour moi d'y participer. Et je suis très heureuse de le faire à tes côtés, Laurent. Voilà. Salon dans lequel tu vas présenter ton livre. Absolument, je vais présenter mon livre. Et pour moi, c'est un super challenge parce que mon livre parle d'entreprise, mais pas que. Donc, on verra s'il sera bien accueilli. On va en reparler tout à l'heure. On va essayer au cours de cette heure d'aborder les multiples facettes de ton identité. Est-ce que tu pourrais les définir, qui es-tu, Alice Catelino ? Alors moi, j'ai une identité patchwork, c'est-à-dire que je pense que ça prend sa source dans mon récit de petite fille où je suis née avec un handicap invisible et je crois que très petite, j'ai cultivé plein d'attraits pour tout un tas on va dire, de volets artistiques, d'axes professionnels et j'étais assez haute en couleurs, si je puis dire, je le suis toujours. Oh, c'est ce qu'on me dit en tout cas. J'étais une petite fille très bien entourée, j'ai été bercée par de l'amour de mes parents, avec quand même la difficulté d'avoir vécu, en tout cas d'avoir touché du doigt le harcèlement scolaire puisque mon frère a vécu l'enfer, en primaire. Parce qu'il avait un handicap beaucoup plus lourd que moi. Moi ça se voyait à peine, j'avais l'œil qui partait, j'avais un strabisme divergent. Mais lui avait un albinisme oculaire, ce qui fait qu'il avait les yeux qui bougeaient, le regard, pas toujours fixe et il louchait. Donc les enfants, forcément, un enfant qui louche, on peut comprendre. C'est-à-dire que c'est pas courant et donc ça nécessitait, en tout cas, de la part de ceux qui n'étaient pas les plus agréables, de la cour, de se faire frapper, insulter, et tout ça. Donc on était en même temps très heureux à la maison et parfois triste, à l'école, surtout que moi, c'était mon grand frère, donc c'était mon modèle et je me suis rendu compte un peu trop tôt, je crois, que le monde était cruel. Voilà, donc là, j'ai été cette petite fille trop lucide et puis après, je suis tombée dans une relation, toxique où là, j'ai perdu, mon identité, mais pareil, ça s'est fait, au fur et à mesure de tout un processus puisque la relation, d'emprise, ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a tout un tas de phases, la phase de lune de miel, la phase du piédestal et puis les premières colères et cetera et puis tout un processus de «je t'aime moi non plus» qui va engendrer, ce sentiment d'emprise, et là, je me suis perdue. C'est-à-dire que vraiment presque, je remettais en question mon éducation, j'ai tourné le dos à mes amis qui m'ont aussi tourné le dos. Je me suis isolée, je me suis enfermée, puis je suis tombée malade et j'ai été malade pendant 7 ans. Donc moi, j'ai eu des troubles du comportement alimentaire et tant que je n'avais pas renoué avec, mon petit personnage qui finalement était mon moi intérieur, j'arrivais pas à en sortir et c'est pour ça aussi, je pense aujourd'hui que j'ai du mal à enlever ma carapace, que j'aurais trop peur de revenir dans la vie d'avant, enfin la vie traumatique que j'ai eue et là, je suis tellement bien dans ma vie, je pense que c'est complètement idiot, c'est inconscient, mais ouais, ça me crée une petite phobie de savoir que je peux revenir, peut-être en arrière. Voilà. Donc mon identité, ça a été joie, mais extra lucide, puis identité perdue et puis après mon petit avatar, de sécurité, on va dire, voilà. Alors, en préparant cette émission, j'ai regardé plein d'interviews de toi sur le web, notamment le podcast Les Locomotives de Sandra Verger, dont je vous recommande l'écoute ou le visionnage sur YouTube si vous voulez en savoir plus sur le parcours d'Alice. Il est vraiment très éclairant. Ce qui revient souvent, c'est effectivement la bonne humeur, le fait que tu sois super accessible. Moi, j'ai quand même l'impression, avant qu'on se connaisse et quand je te voyais voilà, dans les milieux de l'entrepreneuriat de Montpellier, que en fait, tu t'étais construit une sorte d'armure, presque un avatar pour te permettre finalement d'être plus naturel.
C'est tout à fait vrai. Souvent je raconte, l'histoire du personnage Alice Cat Designer, qui, on n'a pas été réfléchi comme ça, sur un bout de papier, hein, ça s'est fait au fur et à mesure. Hem, mais c'est un personnage peut-être qui est, comme tu l'as dit, un avatar ou peut-être une carapace ou même une armure pour me sentir peut-être plus forte, qui, s'inspire de plusieurs éléments de mon récit. Donc bon, le personnage Alice Cat Designer, pour ceux qui ne me connaissent pas, elle est blonde, elle est souvent habillée en beige avec son petit chihuahua, elle est très rigolote, en tout cas, elle essaye, hem et accessible. Et c'est vrai que plus jeune, d'ailleurs ça c'est un récit que je raconte dans mon livre, plus jeune, lors de mes séances de rééducation des yeux, lorsque je passais une étape, de rééducation, en tout cas que j'arrivais à faire ce que, l'ophtalmo ou l'orthoptiste me demandait, mes parents m'offraient une Barbie. Donc moi j'avais associé, la Barbie, pas du tout à quelque chose de sexy, une poupée qu'on habille, mais plutôt à une étape accomplie. Et dans ma tête, je pense que c'est quelque chose de très inconscient évidemment, mais pour moi, Barbie était quelqu'un de très féministe, assez badass, parce qu'elle savait conduire des avions, elle savait, manier des camping-cars, monter des tentes, être vétérinaire. Et je me disais: «Mais elle est hyper multipotentielle Barbie, en fait». Et je pense qu'inconsciemment, j'ai créé ce personnage-là pour m'éloigner d'un passé un peu plus difficile où j'avais eu une autre apparence et où je voulais, bah, comme les femmes quand elles se séparent d'un homme, elles se coupent les cheveux, elles font une couleur et cetera. Bah, les hommes aussi d'ailleurs, ils se font les côtés là. Mais moi j'étais rentrée dans ce personnage plus pour me dire: «OK, c'est ma deuxième vie, comme ça à partir de maintenant quand je verrai mes photos, quand je verrai, ces souvenirs, il y aura un avant, il y aura un après. Cette décision où j'ai décidé d'être libre, émancipée, que je fais mes propres choix sans que personne n'ait un avis. Et depuis, j'ai du mal à revenir par exemple, ma couleur de cheveux naturelle. C'est bizarre, hein? Voilà, je suis bloquée dans mon personnage. Je suis dans mon avatar. Tu le disais tout à l'heure, hein, tu joues avec, l'image de cette Barbie, heu, blonde, à forte poitrine avec un chihuahua. Est-ce que, comme tu joues avec ça dans la vie, mais aussi dans le monde de l'entrepreneuriat, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient finalement? Heu, alors au départ, c'est plutôt un inconvénient évidemment puisque, bon, l'être humain est comme ça, est ainsi fait. Il juge, par l'apparence, en tout cas par ce qu'il, se fait comme idée des autres. Et encore aujourd'hui, encore hier, j'étais à un événement où je ressens moi tout. Je suis extra lucide et extra sensible. Donc j'ai ressenti évidemment beaucoup de jugements, de préjugés, mais ça ne me dérange pas parce que c'est une carapace, c'est pas qui je suis au fond. Donc je sais que c'est un frein pour, certaines personnes dans certains contextes et en même temps, c'est aussi un gros atout parce que c'est comme si, j'avais une identité qui m'était propre. J'ai pas beaucoup de gens, qui proposent le «même contenu» entre guillemets, hein, en tant que personne. Et ainsi, bah, on se rappelle de moi, je suis souvent rappelée, je crée, l'effet qu'on appelle, enfin que j'appelle l'agréable surprise. C'est-à-dire que souvent les gens me disent: «Ah mais t'es pas, si bête!» Voilà. Et en fait, souvent je me dis, beh, que l'ancien dicton qui doit dater de même avant le Moyen Âge: «L'habit ne fait pas le moine», je l'ai pas inventé, quoi. C'est que ça vaut ce que ça vaut, voilà. Et je préfère que les gens se fassent leur propre avis et grâce à ça, eh bien, je crée des liens même parfois plus forts parce que ça crée une conversation, de parler du chien ou de parler de je sais pas, de mes ongles, mes cheveux et en fait, on dérive sur complètement autre chose, quoi. Mmh. Donc c'est chouette. Est-ce que, la chirurgie esthétique, à laquelle tu as eu recours, finalement pour créer ce persona, est-ce que ça a été, finalement émancipateur? Alors la chirurgie esthétique, ça a été une sacrée histoire parce que au tout départ, j'avais pas vraiment prévu, d'en faire. La première opération que j'ai eue, j'avais 16 ans. Il y avait ni les réseaux sociaux, ni question de business ou quoi que ce soit. J'ai eu, au cours de ma puberté, un changement assez impressionnant de ma morphologie et de mon visage. Bon, il faut savoir que, les hommes comme les femmes, au cours de la puberté, vont avoir un pic de croissance, et notamment sur les cartilages.
Et dans mon cas, même mes parents n'ont pas trop compris, disons que j'ai mon nez qui a pris une forme, alors c'est même pas une bosse qui me dérangeait ou une largeur qui me dérangeait, c'était vraiment la forme qui me dérangeait, hexagonale, vue du dessous. Donc moi je voulais juste un nez qui fait narine, pointe quoi, comme tout le monde. Je voulais pas spécialement un beau nez, mais je voulais juste un nez qui passe inaperçu. Et à l'époque, on avait rencontré un médecin, qui travaillait à l'hôpital militaire, de Percy, donc un hôpital qui fait de la grande reconstruction de très grands blessés et qui m'avait opéré. Ça s'était très bien passé. Le problème, c'est qu'à 16 ans, le visage n'est pas terminé. Donc j'ai par la suite eu recours à une autre chirurgie qui s'est très mal passée. C'est un chirurgien qui m'a raté et donc là, ça a été la descente aux enfers. J'ai fait 4 opérations, j'ai dû faire de la greffe de cartilage, de côte et cetera. Donc les gens pensent que j'adore la chirurgie, mais non, moi, ça a été un enfer, en fait. Et comme ça a été un enfer jusqu'à faire une fistule, puis après j'ai eu enfin j'ai failli devenir Voldemort, j'ai failli perdre mon nez, en fait, hein. Parce que j'avais une bactérie qui était en train de manger justement, la structure qu'avait créée le médecin. C'est vrai que pour cacher mon nez, bah, j'ai cherché à mettre des attributs un peu ailleurs, mais c'était pas vraiment un souhait, je sais pas, d'être désirable ou quoi que ce soit. C'était plus pour, et tiens, si on pointait l'attention, sur d'autres endroits, comme ça on verra pas ni mes cicatrices et cetera. Et et ça a été un gros traumatisme parce que mon visage quand même, fait partie de mon métier et j'ai failli devoir m'asseoir sur mon métier. Donc, en l'occurrence, je faisais un peu de radio, on allait me proposer la télé. Enfin, c'est horrible de se dire que quelqu'un nous a ratés. En plus, c'est une erreur médicale très, très grave ce qui s'est passé puisque j'avais demandé à être prise en charge et la personne m'a dit: «Non, non, je fais mon Noël». Donc voilà, ça aurait pu détruire mon destin. Donc oui, la chirurgie, heu, enfin, j'ai un regard très apaisé sur la chirurgie parce que je considère que la plupart des gens, qui en font le choix, en tout cas j'espère pour les bonnes raisons, le font vraiment pour eux. Je déplore, néanmoins le côté mode, qui peut devenir assez, dangereux, notamment pour, bah, les jeunes générations. Pour ma part, peut-être on l'a fait trop tôt également et mes parents ne savaient pas trop comment faire. J'étais très triste, je voulais même plus aller au collège, enfin c'était dramatique. Donc c'est très délicat, parce que moi, toutes les femmes que j'ai sondées dans mes audiences, souvent disent: «Mais moi, je veux pas faire de la chirurgie pour, comment dire? Suivre un mouvement ou un courant, c'est vraiment pour, réparer quelque chose qui va pas». Souvent, c'est des femmes qui ont eu des accouchements difficiles, des césariennes, donc le ventre, il pend. Elles ont perdu peut-être leur poitrine suite à un allaitement. Certaines ont eu des cancers. Certaines, elles veulent, comme moi, souvent améliorer un détail pour qu'on voit moins quelque chose d'autre et c'est pour ça que je marche toujours sur des œufs sur cette thématique parce que je sais combien c'est utile en même temps la chirurgie esthétique pour certaines personnes et parfois combien c'est mal utilisé parce qu'on cherche à, résoudre un problème qui n'a rien à voir, qui est plus profond en lien avec la confiance en soi ou vouloir plaire et c'est pas comme ça qu'on plaît. C'est on plaît par qui on est, quoi. On est d'accord de toute façon que là, tu ne parles que pour toi et Voilà, c'est que mon cas. tu es pas du tout, prescriptrice Absolument. de chirurgie esthétique. Est-ce qu'on peut revenir quelques instants dans ce cadre-là sur, quelque chose que tu as déjà évoqué ailleurs, qui est, le fait d'avoir, eu ce trouble du comportement alimentaire qui t'a poussé à être dans la boulimie et l'anorexie et qui a aussi, participé finalement à la construction de ton personnage, mais finalement qui t'a aidé à te sortir de ça. Alors, les troubles du comportement alimentaire, c'est waouh, j'en ai long à dire, je vais essayer de faire court. Pour moi, c'est bon, la maladie de notre siècle. Alors les gens pensent déjà que c'est une maladie alimentaire, alors que ça n'a rien à voir, c'est une maladie émotionnelle qui a un symptôme alimentaire et qui touche quand même, 1 femme sur 4 ou une femme sur 5 et un homme sur, 8 environ. Et ça, ce sont pour les personnes qui sont répertoriées, donc on parle quand même de quelque chose d'assez courant et je trouve que c'est très tabou, on n'en parle pas trop. Pour moi, les TCA, comment ça a commencé déjà pour, recontextualiser, j'appelle cette maladie la maladie des fusibles. Donc il y a des faut imaginer des fusibles dans une boîte à fusibles. Par exemple, bon, bah, on a une société qui nous envoie des messages, assez, contradictoires. Typiquement, moi, j'ai grandi dans les années 90, donc les années 90, c'était la mode, des femmes très skinny, très maigres, presque maigres, hein. Oui, Kate Moss, Kate Moss, tout ça, ouais. alors que c'est plus trop le cas maintenant. Bon, on va dire, OK, ça, c'est le premier fusible. Ensuite, il y a un terrain, où mes parents étaient complexés. Donc déjà, j'ai des parents qui eux-mêmes ne s'aiment pas spécialement physiquement
J'ai, une famille qui fait souvent des critiques, ou qui a un rapport, conflictuel à la nourriture. Donc, ma tante qui dit, «Je fais un régime du camp», et puis qui parle tout le temps des régimes. De l'autre côté: «Te resserre pas» ou «Resserre-toi, il faut pas, gâcher la nourriture», et cetera. Donc on a plein de messages contradictoires, nous les enfants, bam, 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 bam. Donc bon, ça, c'est des fusibles où on n'est pas obligé de tomber, dans les TCA. Et puis de l'autre côté, il y a les fusibles, on va dire, qui sont vraiment les déterminants. Ceux-là, ça va être, le fait d'avoir été, témoin, du harcèlement scolaire, donc avoir, des traumas comme ça qui restent bloqués, qui ne sont pas encore réglés. Puis la relation d'emprise où là, forcément, moi, j'étais, comme séquestrée chez moi. Donc en fait, la nourriture, c'était ma seule copine puisque j'avais pas le droit de sortir. Donc forcément, là, c'est plus un déclencheur, c'est presque, la nourriture devient un refuge. Et puis il y a la volonté de disparaître, ou alors de plaire, enfin ça va ensemble. C'est assez compliqué parce que quand on tombe dans le trouble du comportement alimentaire, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par des petits régimes. On se dit: «Ah, c'est super, j'ai minci, tout le monde me dit que je suis belle, donc je suis validée». Puis en fait, ça commence par de la validation, puis après c'est, «Waouh, c'est incroyable la sensation que j'ai quand j'ai faim». Et puis après c'est, «Waouh, ce truc-là me va bien», on me propose, je sais pas, telle, opportunité dans le travail, puis après c'est, «Waouh, mon mec m'a plus trompé quand je suis plus mince». Enfin, et puis en fait, l'engrenage, devient de pire en pire. Puis après c'est: «Waouh, je me sens seule» ou «J'ai eu peur qu'il me frappe, j'ai besoin de me réconforter». Et donc on va rentrer dans un processus de, c'est même pas un processus, c'est un tourbillon plutôt de de réconfort, puis culpabilité, puis fausses promesses qu'on se fait, puis après, enfin, ça fait comme une chaîne, de cercle vicieux terrible, jusqu'à ce qu'on trouve, malheureusement, le moyen de pouvoir manger tout ce qu'on veut sans le garder. Et là, on se dit: «Ah, j'ai trouvé la clé parfaite à mon problème», et en fait, pas du tout, parce que soit on se fait vomir et donc on détruit son œsophage, ses dents, perd ses cheveux. Soit, bon, bah, parce qu'on peut pas se faire vomir éternellement parce que le corps est fatigué, et ben, on se met à faire du sport, mais à outrance. C'est-à-dire que moi, j'avais des problèmes, aux genoux. Je faisais 2, 3, 4 heures de sport, par jour. Enfin, c'est complètement aberrant. Et là, le sport devient presque dangereux pour la santé, puisqu'on est en stress oxydatif permanent, parce que en fait, le stress lié à cette consommation de sport, ben, nous met en inflammation, en fait, permanente. Il a pas le temps de récupérer, quoi, le corps. Et puis après, on se dit: «OK, bah, le sport, j'y arrive plus, je suis fatiguée, j'arrive plus à ne plus garder mes aliments, bah, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais prendre des laxatifs». Donc on va prendre des médicaments qui sont très dangereux pour la santé. On va détruire, hem, la flore intestinale, les hormones vont partir en cacahuète. Évidemment, on va avoir des problèmes de thyroïde et tout ce qui va avec. Du coup, après, ça va jouer sur l'hypophyse, l'hypothalamus et puis les glandes corticosurrénales. Puis après, on va commencer à faire, moi, j'ai commencé à faire, de l'hirsutisme parce que, bah, j'avais trop de taux de testostérone pour une femme. Enfin, en fait, après, c'est sans fin, quoi. C'est terrible. Et pour s'en sortir, c'est très dur parce que on nous propose des soutiens, médicamenteux ou en tout cas, par l'aide de médecins ou de psychothérapeutes. Mais le problème de cette maladie, c'est que même si elle prend sa source, psychologiquement parlant, une fois qu'elle est installée, c'est la même chose qu'un drogué, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes à l'intérieur du corps qui s'installent, et pour s'en sortir, là, un psychiatre ou un psychologue ne suffit plus, et même un nutritionniste ne suffit plus. C'est tellement unique à chaque personne, il faut reconstruire la chaîne en domino dans l'autre sens de tout ce qu'on a déconstruit. Et moi, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai rencontré par hasard une femme sur YouTube qui parlait, des troubles du comportement alimentaire ouvertement comme je le fais aujourd'hui, et c'est pour ça que je continue à en parler, que je vais en parler dans mon livre, parce que cette femme a sauvé ma vie, et j'ai pu me remettre petit à petit, étape par étape grâce à elle. Ça a commencé par des petits compléments alimentaires tout bêtes, mais en remettant des oligo-éléments et certaines Mmh. vitamines. Je recrée des fonctions spécifiques, à certaines enzymes qui recréent des fonctions spécifiques. Enfin, et après je me suis passionnée évidemment pour la biochimie et tout ça. Mais j'ai recompris le fonctionnement de mon corps avant d'aller traiter mon terrain psychologique parce qu'il fallait vraiment que la machine là, elle survive avant que j'aille traiter ce qu'il y a dans la tête et dans le cœur. Donc voilà. Ça a été un travail de 7 ans de de longue haleine. Voilà. Ça me fait penser à l'excellent podcast du docteur, Laurent Carilla, qui s'appelle «Addiction». Je vous invite à aller l'écouter, qui est vraiment un spécialiste de la question, professeur Carilla, rencontré à Béziers et qui est, vraiment un type, génial.
Ce que tu expliquais aussi, c'est que la chirurgie qui t'a aidé à traverser ça, que c'est que tu étais devenue tellement maigre qu'il fallait quelque chose en plus du nez, de quelque chose pour pouvoir remettre des formes sur ce corps qui était si difficile à gérer. Mais alors oui, déjà parce que moi-même j'avais recréé un complexe par le complexe. C'est-à-dire que déjà pour moi prendre du poids, c'était être moche alors que pas du tout, mais j'ai mis du temps à sortir de ma dysmorphophobie. Heu et à force de faire le yo-yo, déjà j'avais ma peau qui s'était distendue évidemment. Donc j'avais commencé à développer par exemple des complexes au niveau de ma poitrine, qui n'était pas du tout une poitrine de personne de 23 ans ou 24 ans. Enfin, c'est ça, voilà. Et je m'étais dit à ce moment-là: «OK, de toute façon j'ai plus le choix, il va falloir que je reprenne, du poids». Et comme j'avais pas du tout envie de reprendre du poids sous forme de graisse pour commencer, parce que j'étais encore un petit peu malade, on avait demandé avec, mon ex-conjoint de l'époque à un médecin si déjà il avait une solution pour, au moins, entre guillemets, «re-remplir ma poitrine». Parce que de toute façon, même en reprenant du gras, comme j'avais détruit mes cellules graisseuses, ça revenait pas où je voulais. Enfin, voilà, proportionnellement. Donc j'ai un docteur qui m'a opérée et il m'avait expliqué qu'en fait, comme j'avais la peau très distendue, malheureusement ou heureusement, on le voit comme on veut, mais il valait mieux mettre des prothèses assez grosses parce que en fait, sinon ça réglerait pas ce problème. Il fallait vraiment remplir, enfin, il faut imaginer, je sais pas, un sachet Ouais, qui non, mais c'est pas très glamour, mais bon, voilà. Il valait mieux remplir le sachet ou alors il fallait que je fasse une opération beaucoup plus lourde en découpant des morceaux de peau et j'étais pas prête à ça. Et finalement, bah, je me vois avec, cette poitrine plus grosse, mais beaucoup plus maigre ou frêle et je me dis: «Mais ça va pas du tout». Enfin, on peut pas être enfin si on peut, hein, je critique absolument pas les personnes qui sont comme ça, mais quand on est très menu, avec des prothèses assez proéminentes, c'est pas, joli, c'est pas proportionnel. Et encore, faut savoir que moi j'ai pas pris des prothèses énormes, hein, je fais 1,75 m, je fais du D, c'est juste normal, hein, pour une femme. Mais forcément, comme je suis pas épaisse, enfin j'étais pas du tout épaisse à l'époque, ça faisait, vraiment gros écart entre, voilà, cette petite morpho toute fluette et la prothèse. Et donc ça m'a, comme tu l'as dit, forcée. Je me suis dit: «Allez, il va falloir un ça a petit été peu un support remanger». Ça a été un peut-être? support. C'était un peu une excuse. Je me disais, «Tu vois Alice, au pire si tu prends, bah, ce sera regarde, au moins au niveau de ton buste, tu seras proportionnelle, donc ne panique pas». Alors j'essayais c'était des béquilles en Mmh. fait, hein, et c'est pas du tout, la chirurgie qui nous aide réellement à sortir. Mais disons que je me disais: «Allez, on va y arriver, regarde, ce sera pas moche, tu verras». Et j'essayais de lutter contre moi-même parce que je savais que prendre du poids, c'était pas moche. Sauf que je luttais contre une petite voix qui me disait: «Si tu prends du poids, personne ne va t'aimer, tu vas souffrir». Et c'est pas évident à expliquer un trouble du comportement alimentaire parce que c'est une vraie phobie. C'est vraiment au niveau d'une phobie. Et une phobie, parfois, ça s'explique pas. Les gens qui n'aiment pas les araignées ne peuvent pas vous expliquer pourquoi ils aiment pas les araignées alors que parfois ça n'a pas de rapport avec l'araignée. Bah, moi, c'est pareil. Ça n'avait pas de rapport, en fait, spécifique avec mon poids. C'était plus en lien avec le fait que j'avais été traumatisée, polytraumatisée et mais je l'ai compris beaucoup plus tard. Mais en réglant déjà les hormones et tout ça. Je pense pas que si j'avais eu, la chance de naître fille, j'aurais eu le courage de vivre dans un corps comme le tien, heu, notamment, à cause de l'attention qu'elle soit bienveillante ou malveillante d'ailleurs, hein. Quand tu rentres dans une pièce, effectivement, on sait que tu es arrivé parce que, voilà, l'électricité change un petit peu dans la pièce. C'est comme les gens connus, hein, il Ouais. se passe quelque chose, donc c'est pas fait pour tout le monde. Qu'est-ce que ça fait de voyager dans ce vaisseau qui est ton corps, actuel? Bah, alors étonnamment, bon, j'ai dans ma vie, j'ai déjà eu des haters, sur les réseaux sociaux, des gens que je ne connais pas. J'ai des haters, dans la ville où j'habite, enfin dans la région où j'habite, mais ça reste des trucs du style: «Elle a l'air superficielle». Bon, c'est des gens qui font de la spéculation à mon propos. Je leur en veux pas du tout, du tout. C'est humain aussi, de se faire des a priori sur les gens, mais en réalité, je suis plutôt bien accueillie. Je fais en sorte en tout cas de rester serviable, aimable, ça me demande plus d'efforts encore. Il faut que je sois gentille avec tout le monde et tout. Heu, Ça tombe bien parce que j'aime bien les gens, donc je suis pas du tout introvertie, il y a aucun problème. Mais c'est vrai que je redouble d'efforts parce que je ne voudrais pas, je ne sais pour quelle raison qu'une femme, bah, me prenne en grippe, je voudrais pas qu'une personne qui n'est pas de ma génération se dise que je ne veux pas apprendre à connaître la sienne et m'intéresser à la sienne. Donc oui, je fais plus
c'est pas des efforts, c'est que je fais plus attention. Mais non, franchement, ça m'a plutôt ouvert des portes que fermé, mais plus pas parce que j'ai cette apparence, mais plus parce que j'ai fait l'effort, d'être bien éduquée et tout ça. Quand j'arrive quelque part, quoi, c'est mon devoir quand même, en quelque sorte, quoi. Et j'ai ce souvenir là à la soirée de Dorian d'avoir été présenté, par mon épouse qui te connaît et qui te suivait sur les réseaux sociaux et tu avais une veste, qui me semblait encore j'ai eu tout de suite l'image de cette armure, en fait. Ouais. Alors peut-être que c'était, une journée un petit peu sans, tu étais un petit peu froide et distante, moi j'avais quand même l'impression, si tu veux, que, tu portes avec toi quand même une bulle de protection. Et oui, oui. Ah bah, non, Quand mais tu connais pas les gens. parfois ou quand je suis fatiguée parce que aussi, en fait, j'essaye d'être toujours au top niveau de mon extraversion, si je puis dire. Sauf que les gens réalisent pas, quand ils me rencontrent, le nombre de choses que je gère. C'est-à-dire que bon, je reçois environ 3 000 messages par jour. Bon, j'ai quand même des assistants et tout, et j'essaye vraiment d'être tout le temps, tout le temps, tout le temps au top, au max. Je gère mes élèves, j'en ai des milliers. Je gère mes clients, j'en ai des centaines et en fait, parfois, ça arrive parce que je suis humaine et en plus, je suis une femme, donc on a le SPM, c'est-à-dire le syndrome prémenstruel et on n'est pas toujours au top de nos hormones. Donc j'essaye toujours, toujours d'être, au top et parfois, je suis fatiguée, en fait et parfois, bah, c'est vrai que comme je suis quelqu'un d'authentique, si je suis fatiguée, j'arrive pas à faire semblant, donc ça se ressent, ça c'est clair. Ça, c'est Donc une c'était pas certitude. spécialement une Non, pas du tout. protection. Ah non, vraiment pas. Voilà, C'est que je pense c'était que j'étais sur un mauvais jour en termes d'énergie surtout. alors justement ça amène ma prochaine question. Aujourd'hui, on a l'impression quand même que la réussite, le fait d'être beau, de gagner de l'argent et cetera, c'est quand même un critère, d'acceptation sur les réseaux sociaux. Hem, Est-ce que ce truc-là va pas un peu loin dans le fait d'imposer finalement aux gens la réussite? C'est-à-dire que si tu réussis pas, ben, tu restes sur le côté. Tu te voyais déjà en haut de l'affiche, mais en fait, tu y es pas. Donc, est-ce qu'il y a pas quelque chose d'un peu, enfin, c'est forcément négatif, mais il y a pas un revers de la médaille à être obligé d'afficher sa réussite? Ah mais moi je suis entièrement d'accord avec ta question. D'ailleurs, c'est souvent ma famille qui me remet en question là-dessus parce que bon, ils sont pas très réseaux, moi je viens d'une famille de décroissants, donc des gens carrément qui mangent dans les AMAP, s'habillent dans les ressourceries et font caca dans la sueur de bois. Donc autant te dire que je représente le shétan. Hem, donc je suis souvent, questionnée et remise en question là-dessus. Moi, j'ai envie de te dire que oui, ça peut être très dangereux, le message qu'on véhicule. Alors je dis «on» parce que enfin, je suis pas la seule, à l'origine de tout ça, mais le fait de dire que voilà, on aime ce qu'on fait, on est aligné, on a envie de gagner de l'argent. Bon après c'est pas plus mal parce qu'on décomplexe aussi les gens qui veulent être ambitieux. Mais je reconnais aussi qu'on peut, hem, créer une génération de personnes peut-être complexées, des personnes qui veulent tout simplement avoir un train de vie, tranquille quoi, salarié, qui veulent pas «autant» entre guillemets. Et en même temps, je suis tiraillée parce que moi, je sais le potentiel que j'aurais, en termes de business. Je pourrais faire mes 10 fois ce que je fais, en chiffre d'affaires. Sauf que je perds mon temps, moi, à aider les gens gratuitement, à donner de mon temps gratuitement et tout ça. Bon, ça se voit peut-être pas au premier abord sur mon profil, mais je passe ma vie à aider tous les cercles d'entreprise de ma ville. Hier, j'ai encore aidé l'office de tourisme parce qu'ils devaient diffuser un message. Je fais beaucoup de bénévolat caché parce qu'en fait, moi, ce qui me nourrit, c'est les autres plus que tant la réussite et l'argent. Donc c'est une réussite à 2 on va dire à 2 vitesses parce que oui, mes entreprises, en tout cas, ont des bilans, mais je fais pas des bilans extraordinaires, sinon je serais déjà à Dubaï. Non, je rigole. C'est une blague évidemment. Je fais des bilans classiques quoi de SARL et de SAS classiques qui me permettent de bien vivre, mais je suis pas, je suis pas, Anthony Bourbon ou tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que je pense que peut-être qu'il y a un amalgame sur le fait que, par contre, j'ai très bien communiqué, ça c'est mon métier. Donc forcément, bah, tout a l'air de bien fonctionner, ça ça y est, ça fait des liens. Quand je fais des événements, ça marche bien, ça se remplit et tout. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment que les gens, arrivent à, faire la différence entre,
comment je pourrais te dire? Faire la différence entre, une image, un branding qui marche bien, qui fonctionne bien et qui a une petite entreprise qui tourne derrière et vraiment la personne pour le coup qui, a tout misé sur son business, a presque, mis sa vie de côté, ses amis de côté, son côté humain de côté et presque même son branding, il y en a pas. On s'en fout quoi, moi j'ai pas trop fait ce choix-là parce que ce que j'aime le par-dessus tout, c'est d'être, quand même en paix. Déjà quand je sors de chez moi, je veux pouvoir faire la bise aux gens qui me reconnaissent, je veux pas avoir peur. Je bon, j'avais des objectifs quand même, assez ambitieux parce que je voulais enfin, ne plus avoir à payer de crédit ou de choses comme ça à 30 ans. C'est assez jeune, 30 ans. Donc j'avoue, c'est un peu mais en même temps, moi, j'arrivais, avec un avantage. J'arrive, de Paris, de région parisienne, avec la notion du pouvoir d'achat d'un Parisien et j'arrive en Occitanie. Déjà, je me dis: «Mais ça ressemble à quand j'habitais au Maroc en termes de pouvoir d'achat». Donc c'est horrible ce que je vais dire, mais c'est même pas juste. Mais moi, j'avais, mis de l'argent de côté dans mes toutes premières expériences professionnelles, d'autant plus que j'ai eu énormément de chance, c'est qu'en tant qu'étudiante, j'ai pas eu à faire de prêt étudiant. Ce sont, ma famille qui m'ont payé et mes études et mon logé. Donc enfin, on enlève ça déjà. Quand on voit le nombre d'étudiants qui doivent faire un crédit étudiant, qui doivent faire un crédit pour pouvoir se loger, acheter du matériel. Moi, tout ça, je l'avais pas, donc presque on économise 70 000 €. C'est énorme pour faire un apport derrière dans un bien immobilier. Il y a pas beaucoup de jeunes qui peuvent se le permettre et je le sais et je le dis souvent que j'ai été privilégiée de ce côté-là. Donc c'est pour ça que j'aime bien montrer que oui, certes, il y a ces volets-là de ma vie, donc le personal branding, bon, le fait que mes entreprises tournent, fonctionnent par elles-mêmes et puis le fait que je voulais être propriétaire, jeune. Mais certes, il y a eu des sacrifices, mais j'ai aussi eu des avantages. Que n'ont pas eu les autres. Donc, je me dis et c'est pour ça que je donne beaucoup de ces avantages que moi j'ai eu enfant dans mes formations et mes élèves, le diront, ils pourront confirmer, ils seront sous les commentaires de cette vidéo. Je leur donne en tout cas tout ce que moi je peux leur donner, c'est-à-dire le baudré d'amour, de confiance, l'éloquence, la possibilité d'être visible, enfin tous ces éléments-là que moi j'ai eu parce que mes parents, bah, m'ont inscrit au cours de théâtre, m'ont donné de l'amour, de la confiance, ils étaient derrière moi et je me rends compte qu'il y a plein d'adultes qui n'ont pas eu cette chance et voilà, donc j'essaye d'être leur, maman bis parce que ça, moi, je sais faire puisqu'on me l'a donné. Donc je sais donner beaucoup d'amour, je sais donner de la confiance, je sais, les faire sortir de leur tanière et les mettre en avant. Ça, c'est ma zone de génie, donc voilà. Mais je suis d'accord avec toi, pour revenir, parce qu'on a un peu divagué, oui, ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur, ça peut être dangereux. Donc si vous êtes, actuellement en train de vous chercher et que vous avez l'impression qu'on pullule sous l'infoprenariat, l'entrepreneuriat, la réussite et que ça vous semble toxique, essayez aussi de filtrer parce que c'est aussi que du marketing. Faut le savoir, c'est beaucoup de marketing. On est des humains comme tout le monde, on a les mêmes problèmes que tout le monde, on a des factures, on a de la TVA, on a plein de choses à régler aussi et même si ça fonctionne bien, on a aussi des contraintes et puis quand on fait du chiffre d'affaires, c'est du chiffre d'affaires, c'est pas net in the Bien pocket. sûr. Voilà. On change un petit peu de sujet. Est-ce que, l'émergence de toute une réflexion qui a été amenée par les jeunes, autour de la du questionnement de l'identité de genre, c'est quelque chose qui te parle, qui t'a touché, qui t'intéresse? Bah, bien sûr, surtout que alors nous, en étant sur les réseaux sociaux, on est en première ligne, hein, dès qu'il y a des bad buzz, des débats, forcément, on nous pousse à réagir et c'est très difficile, pour moi de constater que j'ai l'impression qu'il y a un retour en arrière à notre génération, moi j'ai toujours grandi dans un environnement tellement ouvert d'esprit, il y avait même pas de question de comment dire? De remettre en question l'identité de quelqu'un. Pour moi, chacun fait ce qu'il veut, j'ai habité pendant 6 ans au Maroc, j'avais des copines, qui étaient musulmanes pratiquantes avec le voile, enfin, ça ne me regardait pas. Je veux dire, elles faisaient ce qu'elles voulaient. J'ai grandi, dans une ville où j'avais des amis, qui avaient, des petits copains, des petites copines, j'avais des, copines qui voulaient se marier, elles ne pouvaient pas à l'époque, de femmes, voilà. Ma tante, ses 2 meilleures amies, Michel et Roberto, ça a été, le premier couple homosexuel que j'ai rencontré quand j'étais toute petite. Donc moi, ça faisait partie de mon décor et je me suis rendu compte et surtout en évoluant, sur les réseaux sociaux que certaines personnes devaient se battre
pour être eux-mêmes. C'est quand même assez fou, quoi, quand on y pense, et surtout quand ce sont des personnes qui se en fait, on survole le sujet, ne sont même pas concernées, ne parfois ne connaissent même pas, de personnes, qui cherchent à revendiquer son identité, mais ont un avis là-dessus. Donc je suis très, en colère un petit peu, je trouve qu'on met les humains mettent l'énergie, dans ce qui, ne les concerne pas, et ils pourraient tellement déployer plus de choses extraordinaires s'ils mettaient cette énergie à, je sais pas, trouver des idées, dans le développement durable, sur comment aider des personnes qui, cherchent à s'émanciper. Enfin, il y a tellement des sujets importants. Il y a la guerre. Franchement, voilà, je suis un peu dévastée par, par ça, quoi, pour moi, c'est un faux débat, quoi, Je me rends compte quand voilà. même que, heu, d'une manière générale, le patriarcat est en train de se relever, Ah oui, oui, oui. d'avoir une attitude ultra réactionnaire, masculiniste. Mmh mh. Je partageais sur Infirmier Reporter il y a quelques jours le fait que j'avais l'impression que finalement le projet, du patriarcat, c'était soit la soumission totale des femmes, soit leur, extermination ou leur disparition. C'est-à-dire que si elles Mmh sont pas mh. d'accord, ben, en fait, on les violente et on les tue. Et j'ai jamais senti aussi fort Mmh. le danger Ouais. de, si vous avez l'audace de parler, vous, femmes, vous, minorité, voilà, communauté LGBTQIA+, vous allez voir de quel bois on se chauffe. Et j'avais pas ce sentiment-là il y a quelques années. Ouais, mais je suis entièrement d'accord, avec toi. Je le ressens énormément, ça s'est, on va dire, accéléré avec les réseaux, en fait, juste après le coronavirus, et bon, on a eu plein de choses. On a eu les complotistes, les platistes, on a eu plein de courants comme ça qui sont nés, et le masculinisme. Je ne connaissais pas du tout ce courant. Alors moi, en plus, j'ai grandi avec mon père, avec mon frère. Moi, j'adore les hommes, j'ai pas de problème avec les hommes. Pourtant, pour moi, quand je disais je suis féministe, je pensais pas que ça pourrait engendrer, par exemple, un discours de haine en face, parce que, bon, enfin, moi, mon père, il m'a toujours dit je suis féministe, mon frère aussi. J'avais une vision du féminisme comme je revendique mon égalité vis-à-vis de l'homme, pas j'écrase un homme. Moi, je m'entends très bien avec mon chéri, enfin, je m'entends très bien. Je travaille avec des hommes au quotidien, j'ai aucun problème avec les hommes, quoi. Et pourtant, je dis que je suis féministe, et on commençait, alors les hommes comme les femmes, à me dire: «Mais attends, mais tu crains d'être féministe?» Et je disais: «Mais je comprends pas, pourquoi? Enfin, mais tu t'imagines, tu veux, castrer les hommes?» Je dis: «Mais absolument pas, je c'est pas du tout ça le féminisme.» Et là, j'ai ressenti comme miroir, donc, de cette nouvelle pensée autour du féminisme, eh bien, on revenait à une sorte d'idée où, les femmes en avaient marre d'être des entrepreneurs puisqu'elles avaient une trop grande énergie masculine. Il fallait qu'elles reviennent à l'essentiel, il fallait que ce soit monsieur qui, reprenne les rênes de la maison et puis prenne les décisions, et qu'on était plus faites pour ça, nous les femmes, dans l'énergie féminine. Alors, je conçois que en ce moment, moi-même, je porte pas mal de charge mentale, et que j'ai choisi, hein, par ailleurs, mais en aucun cas, j'ai l'impression d'avoir complètement, mis de côté mon énergie féminine ou masculine. Je pense que c'est un équilibre qu'on a en nous, surtout quand, comme pour mon cas, j'ai été élevée autant par mon père que par ma mère. Donc forcément, je suis le mélange des 2, et j'ai commencé donc à me renseigner sur ce qu'était le masculinisme, et je suis tombée sur des vidéos, je suis tombée des nues, en Mmh. fait, de ce que j'entendais. Jamais de la vie, dans toute mon éducation, la cour d'école, le lycée, mes études, j'ai été confrontée à des hommes qui pensaient comme ça. Jamais. Et là, j'ai réalisé qu'on était sur une espèce de violence latente, mais qui montait à petit feu et qui se diffuse très vite. Et aujourd'hui, oui, j'aurais peur, si j'avais des enfants, d'avoir une fille, vraiment. Donc je suis un peu inquiète, et je pense que le seul pouvoir qu'on a, en tant que femme ou homme d'ailleurs, vous pouvez aussi avoir ce pouvoir, c'est de continuer à montrer combien c'est beau quand on évolue ensemble, en fait. Il faut pas partir dans les extrêmes, et j'en appelle aussi aux femmes qui sont un peu, moi aussi, parfois je râle sur les hommes dans mes stories, je rigole, je fais de l'humour. Mais je suis jamais,
dans la colère, contre les hommes. Il faut qu'on évolue ensemble parce que si on n'est pas ensemble, ce combat, on ne l'aura pas, on le gagnera jamais et je pense même qu'on va le perdre. Donc ce serait dommage parce qu'un monde, où il y a que des extrêmes, soit des extrêmes féministes ou des extrêmes masculinistes, c'est un peu triste finalement sur le papier quand on imagine ce que ça pourrait donner, en résultat, quoi. Après, moi, j'ai tendance à, mmh, à accepter plus facilement l'extrémisme féministe que l'extrémisme masculiniste, en sachant que je pars du principe qu'il y a pas de bonnes féministes. C'est-à-dire, il y a pas d'un côté des féministes, mesurées, sympathiques, Ouais, qui parlent correctement et je suis content qu'il existe, des femmes, en colère, qui sont pas dans la mesure et qui en fait, vont sur le terrain et assument ce qu'elles ont envie, en fait. Alors déjà, elles ont pas besoin de ma validation, mais en plus, elles ont quand même mon soutien. Il y a un moment où c'est pas normal, de se balader dans la rue et de se faire harceler. J'ai tendance à penser que quand ça vient des femmes, ça va être, de toute façon, plus constructif, même si c'est dans la violence, que vis-à-vis des hommes. Parce que d'un côté, on a des femmes qui crient, qui hurlent, qui invectivent, et tant mieux. Et de l'autre, on a des hommes qui tuent, heu, qu'il y ait une raison ou pas, en fait, hein. Donc, le déséquilibre, il existe quand même, même si effectivement, je suis d'accord avec toi, je préférerais un monde où parfait. imparfait et c'est Malheureusement, ce vers quoi, c'est vrai. on se projette, mais il y a quand même une disproportion énorme entre, celles qui tentent de faire avancer les choses et ceux qui réagissent en face de Ah manière oui. ultra violente, quoi. Et Et ça, c'est insupportable. puis c'est fou parce qu'en fait, quand on analyse moi ma mère est psychosociologue, mais moi je me demande, si ces hommes ont eu des mères, des sœurs, parce que je ne sais pas ce qui se passe dans leur esprit. Il y avait eu un reportage très intéressant, je ne sais plus sur quelle chaîne, d'un homme qui s'était fait engrainer comme ça dans un courant masculiniste et en fait, ça rentre d'abord par, «Mais regarde, elles nous chient dessus, elles veulent pas être en couple avec nous». Puis en fait, ça part très, très loin jusqu'à devenir comme une forme de secte et lui-même, un jour, il va se réveiller, il va dire: «Mais je ne comprends même pas comment j'en suis arrivé là» et c'est pour ça que quand tu parles de cette dérive et cette violence, ça me fait écho à à ce reportage parce que c'est vrai que bon, les féministes, alors quelques-unes, là vraiment je parle des extrêmes extrêmes, qui vont se mettre à tout brûler, tout casser, bon, c'est assez rare. Alors que chez les hommes, c'est assez courant. Oui, voilà, Non mais il faut dire la c'est là vérité et oui, ce qui fait peur, c'est le côté, on peut pas maîtriser quoi. C'est inarrêtable en fait, je suis assez, voilà, je suis assez pessimiste, je ferai tout pour continuer à en parler, typiquement sur des canapés, avec toi parce que je pense que chaque petite goutte d'eau, aura son impact sur l'océan, mais, est-ce qu'on est assez de gouttes d'eau? C'est à vous de nous le dire, hein, les auditeurs. on en vient du coup à quelque chose qui, à mon avis, fait partie de ton ADN et quand même très important dans ton identité, c'est la sororité. C'est vrai que j'ai entendu, de manière unanime, autour de moi ou dans des interviews ou de manière informelle, des femmes dire: «Mais, Alice en fait, elle est, soror, elle est, avec nous, elle nous aide, elle nous accompagne, même si on est exactement sur la même ligne, entrepreneuriale, même si c'est une concurrente en fait, ben, c'est avant tout une amie». Donc je suppose que comme, moi, comme plein de personnes, la sororité, ça fait écho, pour toi. Bah, bien sûr. Alors ça, c'est un trait de caractère que j'ai depuis toute petite. Bon, je m'en rappelais pas, hein, c'est ma famille qui m'a remonté des anciens souvenirs, heu, où déjà enfant, en maternelle, j'avais compris que j'étais la seule à avoir accès à des petits Bichocos, qui était une marque de bonbons et entre midi et deux, je ramenais les bonbons à tout le monde et je me rendais compte à quel point ça faisait plaisir de faire plaisir. Donc là, bon, c'est un exemple idiot, mais avec le temps, en fait, que ce soit au travers des expériences en lien avec, l'école, les études, les enjeux type, passer son permis, puis après se faire des collègues et cetera. Je me suis rendu compte à quel point la richesse, que c'est d'avoir des alliés
est plus important même que ses richesses individuelles et d'ailleurs apporte énormément plus et jusqu'à un point où c'est devenu presque addictif pour moi, de d'apprécier l'évolution et la réussite des autres, en tout cas ceux que je considère mériter. Évidemment, je ne suis pas non plus, folle, je vais pas commencer bah, je pourrais pas en fait, aider toute la terre, hein, c'est pas possible. Mais j'essaye de trouver des personnes qui, comme moi, sont un peu dans la même énergie et on évolue ensemble et notre évolution nous fait atteindre des paliers et quand on atteint ensemble ce palier, la victoire est plus grande parce qu'on se dit: «Waouh, on est là ensemble». Il faut vraiment le visualiser comme, bah, l'ascension de l'Everest, c'est un peu dans l'actualité en ce moment. Et sauf que moi, je trouve que l'ascension de l'Everest, d'ailleurs, ça a été beaucoup critiqué sur le youtubeur en ce moment qui l'a fait. Faire l'ascension tout seul ou c'est pas enfin moi, j'aurais pas aimé, quoi. J'aurais voulu qu'on soit tous ensemble et c'est pour ça qu'avec mes concurrentes, notamment Laurine, il y a son petit livre qui est devant, heu, on s'est dit: «OK, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'apporter l'une l'autre puisqu'on n'a rien à voir?» Et pourtant on fait un peu la même chose. Et à force d'apprendre à se connaître, on a réalisé quels étaient nos points forts, nos points faibles, là où elle pouvait me tirer vers le haut et moi la tirer vers le haut et qu'est-ce qu'on allait donner chacune comme effort pour se tirer, vers le haut et c'est vrai que ça nous fait avancer tellement plus vite et en plus ça fait avancer les gens qui sont derrière nous plus vite aussi. Donc c'est, je sais pas comment dire, faut voir, la sororité comme, comme le chien de traîneau et ce sport. Hem, je le connais bien parce que moi j'ai fait la même chose, alors rien à voir, mais j'ai passé un permis calèche, donc pareil, il fallait gérer les chevaux, mais c'est le même concept en fait. Chaque cheval ou chien est essentiel à l'attraction. C'est pas parce qu'il y a le chien de tête qui est quand même le leader, qui en fait est celui qui donne la direction, que ça va fonctionner. C'est les 2 derrière qui tirent, qui permettent au traîneau, d'avancer. Donc, chaque rôle est essentiel. Il faut juste savoir où se positionner dans le rôle et comprendre que si on veut vraiment que ça fonctionne et aller vers la ligne d'arrivée, il faut qu'on soit une équipe. Parce que tout seul, le chien de traîneau, il va peut-être soit connaître sa route, soit savoir tirer le traîneau, mais il ne saura pas faire les 2. Donc, voilà, faut imaginer que surtout dans l'entrepreneuriat, c'est plus compliqué dans le salariat parce que chacun a sa place et veut être le manager du responsable, de machin. Mais dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup d'opportunités de clientèle. Donc, en fait, ce serait dommage de se fermer pour des questions de concurrence parce que machin m'aurait pris le client de machin, alors qu'en fait, c'est très vaste. On est 60 millions de Français. Nous en tout cas, à notre niveau hein, d'entreprise, on n'est pas dans l'agroalimentaire, voilà, je ne m'appelle pas Auchan, Leclerc, et cetera. À notre niveau, nous, pour que nos entreprises, elles fonctionnent, il faut avoir entre 200 et 2 000 clients. Donc rapporté au nombre de personnes dans la francophonie, c'est complètement dérisoire, quoi. Ce qui est marquant aussi sur, pardon, ça y est, je t'ai réveillé. Dis-nous, vous pouvez vous Ce qui est rendormir. marquant aussi, c'est que vous avez très vite compris toutes les 2. Vous avez pris ce mélange de personal branding, de web, de notoriété, de communication. Enfin, vous avez réussi à mélanger ça avec l'entrepreneuriat et vous avez compris très, très vite que en fait, les choses évoluaient tellement vite que de toute façon, 3 mois après avoir lancé un produit, il fallait déjà, lancer le second. Donc ça voulait dire l'avoir anticipé avant. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez dont vous avez conscience que, ben, en fait, ça peut s'arrêter, quoi? Ah bah, absolument et d'ailleurs, je pense que c'est aussi ce qui fait notre force, donc Laurine, alors je veux vexer personne, mais moi, à côté de Laurine, donc Laurine Bemer, c'est la meuf en rouge sur LinkedIn. C'est une femme qui est très, en avance sur son temps puisqu'elle a 25 ans et son business fonctionne très bien. Moi, par rapport à Laurine, j'ai l'impression d'être un boomer, ce qu'on appelle un boomer. Ils disent: «OK boomer» quoi. Donc moi, j'ai grandi avec les premiers téléphones portables qui étaient des Nokia 3310. Heu, j'avais 14 ans, je crois, 13-14 ans et j'ai saisi, l'arrivée de la technologie, mais un petit peu par, obligation, comme plein de gens, en fait, hein et la «chance» entre guillemets que j'ai eue, c'est que je suis vraiment passée, entre 2 mondes. C'est-à-dire que j'ai grandi, moi, avec les cassettes, les CD, mais mes parents avaient des vinyles et tout ça. Donc j'ai connu un peu le monde d'avant, ce que j'appelle le monde d'avant et j'ai connu et je comprends encore, les tendances actuelles et je pense que vraiment, je me suis retrouvée au bon endroit au bon moment,
pour être un peu comme, la passerelle quoi, la girouette, l'aéroport même j'appelle ça, entre les 2 mondes. Et donc quand je suis avec Laurine, elle est bien plus en avance que moi sur la technologie et tout ça. Elle est au courant des dernières tendances et tout, donc elle m'apprend énormément. Sauf que là où je suis, on va dire, plus expérimentée, c'est que moi j'ai plus de contacts, plus de relationnel, plus de background, plus d'autorité. Donc je lui fais gagner un temps fou. C'est-à-dire que les 10 ans que je viens de passer, moi, à donner toute ma vie, mon énergie, mon temps, mon argent, à me faire mon réseau et tout ça, bah, je lui offre sur un plateau d'argent. Et moi, elle m'offre sur un plateau d'argent quelque chose que nous, les boomers, et je ne veux vexer personne parce que si je suis boomer, vous êtes dinosaures. Voilà, moi, je suis dinosaure, hein. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que enfin, pour moi, c'est génial. Je suis en formation permanente grâce à Laurine. Donc, en fait, je pense qu'on s'est dit, on est comme 2 aimants, quoi. On a besoin l'une de l'autre. Et je vous invite vraiment à trouver ces alliés comme ça dans votre vie parce que vous ne devez pas, si vous êtes un boomer comme moi, euh, vous sentir à la ramasse parce que vous n'avez pas saisi tel élément stratégique ou telle automatisation ou telle application d'IA. Vous avez d'autres ressources en vous qui sont la capacité de synthèse, la capacité de faire du contact dans le réel. Tout ça, ce sont des skills aussi. Faut pas oublier, hein. Avoir l'art oratoire, avoir un bon vocabulaire, parfois qui se perd, une bonne. Tout ça, les jeunes, ils en ont besoin. Donc, trouvez vos alliés et mutualiser les générations. Moi, maintenant, je travaille et je collabore avec plein de gens qui ont même 60-70 ans, comme des personnes qui ont à peine 18-19 ans. Et il faut apprendre de chaque plus-value, de chaque génération. Et c'est vraiment la leçon que m'a appris Laurine. Et je suis heureuse maintenant d'être un boomer moderne grâce à Laurine. Alors justement, on a la chance d'avoir son livre. Je te laisse découvrir la petite dédicace qu'elle t'a Ah, mais elle me faite. l'a offert. Et oui. Mais non, ah, je suis tellement émue. À mon amie Alice, plus sincère, pour qui je me battrai contre vents et marées. Oh! Ah mais ça, alors ça, c'est une pépite. Si vous êtes un boomer Mais t'es pas comme une nous, non, boumeuse. mais je vous taquine. C'est comme ça qu'elle nous appelle, Laurine, C'est parce vrai. qu'elle se fout de nous parce qu'on a 10 ans de plus qu'elle. Donc pour elle, on est ça y est, on est des ancêtres. Si vous êtes un boomer ou presque un boomer, sachez que mon amie Laurine, qui a su très rapidement saisir les, comment dire, les opportunités liées au digital, a, dans cet ouvrage, condensé toutes les compétences et connaissances qui lui ont permis aujourd'hui de générer de très très beaux revenus et surtout de beaux chiffres d'affaires pour son entreprise. Et c'est une petite pépite avec énormément d'astuces. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous l'amener aujourd'hui. De un, parce que je vais le lire, parce que évidemment, en tant que boomer, je vais apprendre. Même si je connais plein de choses sur les réseaux sociaux, eh bien, je pense que je vais en apprendre encore de belles. Et puis, aussi parce que je peux vous garantir de ses compétences, parce que moi-même, j'ai fait sa formation et aujourd'hui, j'ai, doublé ou triplé mon chiffre d'affaires en tant qu'infopreneur grâce à elle. Voilà, pour le petit clin d'œil. Au passage, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc vous allez acheter son livre. Voilà. Alors et ouais, on a plein de bébés, parce que alors moi, On a d'autres livres que tu nous as amenés, notamment le tien. Est-ce que avant d'aborder Solide, est-ce que tu peux nous parler oui. de ces autres recos? En fait, c'est rigolo parce que c'est fou. On dit souvent que nous sommes la somme des gens que l'on côtoie. Et alors là, bon, je voulais amener plein de livres parce que j'ai plein de copines, mais disons que c'est les 3 qui sont en ce moment d'actualité parce que les sorties étaient, proches. Heu et je me rends compte à quel point je suis privilégiée dans ma vie. Alors Taya, les livres, ça ne se mange pas. Non, mais elle fait des bisous là. Tu fais des bisous aux livres? Ouais, Tu vas ouais, faire un ouais. bisou aux livres? Tu aimes bien? Super. Donc à quel point je suis privilégiée dans ma vie, à quel point j'ai bien fait de cultiver l'intelligence relationnelle et le fait de prendre mon temps à aimer les gens et être une bonne personne pour ces gens qui le méritaient. Parce que là, en fait, rien que dans ma main, eh ben, j'ai 3 volets de ma personnalité qui sont magnifiquement illustrés et je me rends compte à quel point, bah, on est le miroir de ses amis, en fait. J'ai les réseaux sociaux avec Laurine, avec faire de vos réseaux sociaux une machine à cash. J'ai pourquoi choisir quand on veut tout faire de mon amie Solène Feg qui parle de la multipotentialité et je me sens complètement concernée par cet ouvrage. Et puis, j'ai Bordel, soyons libres de mon amie Harmonie Albertini qui parle notamment des troubles du comportement alimentaire et de plein d'injonctions et des jugements qu'on peut recevoir et puis toute son histoire. Elle a vécu une histoire assez similaire à la mienne et je me rends compte en fait quand je vois eh bien tout simplement l'addition de ces livres et puis il y a ceux qui sont derrière toi également,
beh, que j'ai on a les amis, qu'on mérite et puis on a les amis qui nous ressemblent, quoi et voilà et donc c'est des livres qui sont, bon, que j'aime beaucoup parce qu'ils me parlent énormément et je trouve qu'ils viennent un peu casser les codes, du livre entrepreneurial, du livre du dev perso parce que, on fonctionne un peu toutes pareil. Je pense qu'on a grandi à la sauce réseaux sociaux donc on aime bien quand ça nous prend, quand ça, nous comment dire? Ça nous accapare en fait l'attention parce qu'on a du mal, hein, notre génération à garder l'attention et ce sont des livres qui sont faciles, agréables à lire, heu et qui parlent de sujets qui sont un peu des sujets tabous, en fait, quand on y pense. Parler de faire de l'argent sur les réseaux sociaux, c'est très tabou, surtout quand on est français, hein. Faire de l'argent, c'est pas bien, c'est méchant, alors que tout le monde en veut, hein, mais personne le dit. Parler, de son surpoids, les raisons qui ont fait que ça arrive et l'assumer ouvertement. En plus, Harmonie, alors c'est sublime parce qu'il y a des ouvrages à l'intérieur, des photos, pardon, dans l'ouvrage qui sont sublimes, qui sont, réalisées par, le photographe Audran Sarzier, qui est un grand photographe de stars et Harmonie, elle a une audace exceptionnelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, elle a été diagnostiquée avec un, lipœdème, qui est une maladie qui est encore mal connue en France et puis Solène, qui au départ se cherchait énormément, qui était, une femme, qui est toujours une femme introvertie et qui pourtant a osé, vivre sa vie de rêve, et qui en fait, à force de se questionner sur, «Mais je comprends pas, j'aime tout» et elle savait plus où aller, quoi. Elle s'est dit: «Mais je vais tout faire, en fait» et jusqu'à en faire un livre et je trouve ça magique et ça parle énormément. C'est déjà un top vente sur Amazon. Donc voilà. Concernant le mien, qui s'appelle Solide, bah, c'est un peu un mélange de tout. Alors en fait, pour la petite anecdote, déjà, Solide, c'était une chanson que j'avais sortie, qui pareil, parlait d'une femme un peu indépendante qui veut pas se laisser faire et cetera. Moi, je l'ai appelée Solide parce que, comme on peut voir sur la couverture, je fais ce mouvement avec la main, donc ça a fait écho à une photo qui est très connue dans le milieu des féministes, et solide, c'est souvent le terme que des hommes très musclés disent à la salle: «Mais les gars, on est solides entre nous, on est solides». Mais je me rends compte quand même que souvent dans la société, les personnes qui sont le plus solides, voilà, je ne fais pas une généralité, hein, je ne voudrais pas me prendre les foudres, mais restent quand même beaucoup les femmes, hein, qui, vivent les césariennes, qui, de manière générale, assurent l'éducation des enfants, qui, se passe son temps et prend son temps à soigner les autres en proportion. Toi qui as été infirmier, tu étais plutôt entouré de femmes, hein, qu'on se le dise donc Solide, je voulais vraiment que ça parle, à tous ces hommes et ces femmes, mais surtout aux femmes, qui se sentent concernés parce qu'en fait, je pense qu'on se sent tous concernés à partir du moment où on a traversé des épreuves et je pense qu'à partir du moment où on a signé le pacte de la vie, bon, bah, c'est comme ça et comme je suis quelqu'un d'un petit peu, comme Solène le décrit, qui veut tout faire et qui fait plein de choses à la fois, j'ai voulu un livre qui se lit extrêmement rapidement. Parce que étant tout le temps sur les réseaux sociaux, je sais que les gens n'ont pas le temps. Donc c'est un livre qui se lit en moins de 3 heures, bon, sauf si on fait les exercices, qui est très, très, très ludique, très joyeux. Il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de dessins, beaucoup d'exercices, beaucoup, d'interventions d'experts et de défis intra-réels virtuels et dedans, je vais parler de 8 grandes épreuves, on va dire 8 grandes thématiques qui ne sont pas des thématiques pour faire pleurer, dans les chaumières, tout ça. C'est des thématiques, en fait, hyper banales, qui arrivent à tout le monde. Donc je parle de la différence sous toutes ses formes. Bon, je commence par mon handicap, mais finalement, ça peut être quelqu'un qui est complexe quand il est enfant. Puis de la tempête adolescente. Donc la tempête adolescente, chez moi, elle va se traduire par, un changement, corporel assez violent, mais en fait, ça peut être le harcèlement qu'on vit au collège, ça peut être, les parents qui se séparent et cetera. On vit pas mal d'émotions, à l'adolescence. Puis après, je parle de la relation d'emprise et je parle de la relation d'emprise sous toutes ses formes. Donc ça peut être en amour, ça peut être, au travail, avec ses amis, et on en a tous connu. Une personne qui nous a un peu, fait nous sentir, là où on ne devait pas aller et comme on ne devait pas se sentir. Ensuite, je parle aussi des mauvaises relations au travail, on en a tous vécu. Harcèlement, discrimination, pas payé à sa juste valeur et cetera donc et comment on se sort en fait de ce trauma et puis après les grosses pertes d'argent, notamment là je parle aux entrepreneurs parce qu'on va tous en fait, se lancer et vivre
Des mauvaises expériences, on va faire les mauvais choix, on va s'associer aux mauvaises personnes et parfois on va faire confiance, alors qu'il fallait pas et on n'écoute pas son intuition et puis, dans tout ça, je vais aussi, parler de refaire de l'argent et comment on doit réfléchir à ce moment-là pour en refaire et à la fin, je parle du deuil et je précise souvent le deuil animal. Alors pas que du deuil animal, mais j'aime bien parler du deuil animal parce que c'est vraiment le sujet qui est un peu oublié dans nos bibliothèques. Il y a 2 ouvrages en France qui parlent du deuil animal, ce qui est assez pauvre, sachant qu'il y a quand même 30 millions d'amis, il me semble, en France. Donc ce qui, veut dire que ça concerne à peu près une personne sur 2. Donc on est quand même sur 2 ouvrages pour 30 millions de Français. Pourquoi pas? Et je me suis rendu compte, moi, en perdant mon animal, que je pensais que j'avais vécu, les pires épreuves de ma vie et ça a été la pire pour moi et ça m'a fait beaucoup me questionner sur ma condition, de mortelle, sur, mon rapport au contrôle et sur mon rapport au temps et au présent et donc je vais faire un parallèle entre le la perte de l'animal, comment on peut s'en sortir aussi, comment on traverse ça. On peut en fait rapprocher au à la perte d'un enfant, à la perte d'un parent, sauf que c'est traité de manière un peu plus légère évidemment, puisque c'est pas pareil de perdre un animal qu'un enfant, je conçois. Mais j'ai analysé toutes les, étapes de mon deuil et forcément ça a été un peu plus accéléré parce que je me suis, super blindée, je me suis aidée par des psys et cetera et j'ai réalisé en fait que, on ne nous préparait pas, heu, aux épreuves les plus graves et je pense que tu as dû le réaliser dans ta carrière, dans les soins palliatifs. Et donc le but de ce livre, c'est qu'on commence légèrement à se préparer à ces étapes. Alors bien sûr, on sera quand même triste en cas de décès, mais on va apprendre à l'appréhender différemment. En tout cas, voilà, je l'espère. C'est quelque chose pour lequel je milite autant pour les humains que pour les animaux de compagnie. En fait, le deuil, ça peut concerner plein de choses. On peut faire le deuil également d'un métier, on peut faire le deuil d'un de ses membres qu'on a perdu. Évidemment, chaque expérience est unique et ne peut pas être comparée. Mais ce que tu dis est très vrai. Il y a un manque, criant en France de travail sur ce qu'est le deuil. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Infirmiers Reporters et soignants en soins palliatifs que vous pouvez retrouver sur YouTube, de faire un petit peu de transmission comme ça de ce que peuvent être les soins palliatifs pour les humains. Alors tu disais, a été infirmier, en fait, je le suis toujours. Tu Je l'es suis toujours. je suis revenu, en fait, à mon métier parce que finalement, en ayant cru que j'avais perdu mon identité, au moment où je me suis mis en sécurité pour les patients et pour moi-même parce que j'étais plus en capacité de prendre soin, eh bien, bah, voilà, j'ai réglé les choses, les problèmes de santé que je pouvais avoir et tout à coup, les choses sont parues plus Plus claires clair. et quand je suis revenu en secteur et que, voilà, j'ai franchi la première porte, j'ai retrouvé, C'est fou. toutes les choses qui faisaient que j'aimais être en soins palliatifs, tout le relationnel qui me manquait. J'ai éprouvé à nouveau, lors des questionnements des familles, le la qualité que je pouvais avoir. Alors c'est pas pour me passer de la pommade, mais c'est simplement que je sais que c'est une de mes compétences, c'est d'être en Ça se ressent. écoute avec les gens et de savoir, heu, quoi leur dire ou parfois ne pas parler ou simplement les Mmh. écouter, les faire reformuler. Ça, c'est les choses que les infirmiers et les infirmières savent bien faire, mais parfois aller au-delà de leur questionnement pour essayer de voir quelle est la manière la plus, douce, de quelle manière on peut les accompagner. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas d'arriver avec une massue et de défoncer toutes les défenses qu'ils ont mis en place, parce que dans ces cas-là, ils vont s'écrouler au moment où la personne va partir. Donc, heu, voilà, cette identité-là, je l'ai retrouvée et ça, donc je suis très heureux de pouvoir, repartir en soins palliatifs. Mais je trouve qu'effectivement, tu as raison aussi d'appuyer sur le fait qu'on ne comprend pas à quel point, les animaux, sont importants pour nous. Heu, on leur fait subir des choses, absolument innommables. Je ne sais pas, du coup, j'ai pas eu l'occasion de lire le livre d'Ovidie.
qu'elle a sorti justement à propos des chiens. Je t'invite à le lire. Ouais, je sais, ouais, ouais. Mon agent d'auteur m'a dit aussi Voilà, d'acheter. enfin, généralement, quand elle sort quelque chose, c'est toujours, Ouais. étonnant et intéressant. Heu, on en arrive à la conclusion de cette émission. Maintenant qu'on a essayé d'aller un petit peu dans plusieurs directions, d'aller creuser un petit peu tes identités multiples, si je te repose la question, qui es-tu, Alice Catelino? Quelles sont tes identités? Qu'est-ce que tu pourrais me répondre maintenant? Et déjà, c'est fou parce que là, quand tu me parlais de ton métier, ça m'a monté les larmes parce que je suis hypersensible et j'ai reçu toutes les histoires que tu as pris sur tes épaules toutes ces années. C'est tu vois? Je crois que je suis extra lucide hypersensible. Ça, c'est c'est mon C'est identité et on je la suis, partage. extra plurielle et extra toile d'araignée des gens, d'amour, il y a quelque chose d'extra naturel, je sais pas. J'ai une identité, je suis toujours un patchwork, tu vois? Je sais pas comment toi tu me ressens, peut-être en termes d'identité? Oui, je savais qu'en fait, il fallait, venir vers toi pour aller, Creuser. creuser, gratter la surface. J'avais bien compris qu'il y avait plus de Mmh. choses à connaître et à découvrir. Ça, c'est presque de notoriété, voilà, commune. Mais je suis vraiment très heureux de que tu aies accepté déjà de venir dans cette émission et d'échanger comme ça de manière, totalement spontanée. En fait, j'avais peut-être le petit doute de est-ce que cette, construction, cette carapace, elle est construite? Est-ce qu'elle est, voulue? Est-ce qu'elle est assumée? En fait, bah, c'est hyper spontané de ta part et bah, c'est chouette quoi. C'est une en tout cas Bon, ça fait pour ma plaisir part, une belle rencontre. et pour moi aussi. Ça m'a beaucoup touchée. J'espère que, bah, vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous avez appris, des choses avec Alice. N'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos parce que vraiment, il y a plein de choses sur les réseaux sociaux et sur les internets qui vont vous permettre, ben, de la connaître mieux et de faire résonner peut-être des choses, encore plus intéressantes. Cette émission est donc, terminée. Prenez soin de vous. S'il vous plaît, prenez soin de votre entourage, des gens qui sont autour. Parfois, on a envie de faire beaucoup de choses pour les gens très, très loin, mais on n'a pas forcément les moyens. Essayez de faire quelque chose pour les gens qui sont autour de vous. Protégez-vous, et puis, bah, on se retrouve à la prochaine émission d'Ainsi soit-il. Ciao. Super. Et laissez couper. Ah là là, j'avais les larmes qui montaient, c'est fou. C'est, non mais waouh!